pouvons résoudre le mystère sans aucun doute quant à l'identité de ce squelette. Nul autre qu'Arino, la sœur de Cléopâtre, rebelle égyptienne et reine d'Égypte. On la décrit comme la plus belle femme de l'histoire, mais de nouvelles analyses ADN et reconstitutions médico-légales suggèrent une réalité terrifiante. La dernière pharaone était peut-être une bombe génétique à retardement. L'ADN de Cléopâtre a enfin été analysé et les révélations sont effroyables. Il semblerait que son plus grand combat n'ait pas été contre Rome, mais contre sa propre biologie. Pour bien comprendre l'engouement suscité par l'analyse de l'ADN de Cléopâtre, il faut remonter à une femme, la découverte de Martinez, le miracle géométrique. Pendant 201 ans, les sables d'Égypte ont gardé un secret bien précis. Un secret qui a intrigué historiens et chasseurs de trésors pendant des siècles. Il s'agit du lieu de repos éternel de la dernière pharaone, la reine Cléopâtre. Habituellement, la plupart des experts vous diront qu'elle est décédée. On dit qu'elle est ensevelie sous les rues modernes d'Alexandrie, perdue à jamais sous les tremblements de terre et la montée des eaux. Mais depuis 20 ans, une femme ose affirmer qu'ils se trompent tous. Cette femme, c'est Kathleen Martinez. Martinez n'est pas une universitaire comme les autres vêtue d'une veste en tweed. Avocate et pénaliste devenue archéologue, elle est originaire de République dominicaine. Et elle n'a pas abordé cette affaire comme une leçon d'histoire. Elle l'a abordée comme une affaire de meurtre non résolu. Elle a traité la disparition de Cléopâtre comme une scène de crime à déchiffrer. Ces vestiges pourraient être le tombeau perdu de Cléopâtre. Alors que tous les regards étaient tournés vers la gauche, Martinez regarda à droite. Son profil du suspect la mena à 50 km à l'ouest d'Alexandrie, jusqu'à un temple oublié et en ruine appelé Taposiris Magna. Et en 2022, le sol sous ses pieds révéla enfin une anomalie massive. Martinez et son équipe ont percé le calcaire et découvert quelque chose d'inattendu, un tunnel. Mais pas n'importe lequel. Il s'agit d'une réplique saisissante creusée dans la roche-mère sur plus de 300 mètres, soit près d'1,5 km. Haute de près de 2 mètres, immergée dans la boue et l'eau, elle s'avance droit vers la mer Méditerranée. Les architectes la qualifient de miracle géométrique, de chef-d'œuvre d'ingénierie, rivalisant avec le légendaire tunnel d'Ophos de la Grèce antique. Mais la question à $1 million demeure: pourquoi un tel effort? Pourquoi creuser un tunnel de 12 mètres sous terre dans une roche instable et dangereuse? On ne construit pas un aqueduc d'1,5 km pour un site mineur. Cela sous-entend une importance capitale. La découverte d'un port englouti au large des côtes suggère qu'il ne s'agissait pas d'un simple temple isolé, mais d'un centre névralgique. Des cités englouties mystérieuses, une histoire humaine non consignée sous la surface de l'océan que nous ignorons. Et Martinez s'est convaincu que ce tunnel mène au terminus. Sa théorie est d'une simplicité terrifiante. Cléopâtre ne se cachait pas seulement de la mort. Elle se cachait de Rome. Elle fuyait l'humiliation d'être exhibée enchaînée par Octave. Elle voulait être enterrée auprès de son amant Marc-Antoine. Elle aspirait à l'immortalité, à devenir l'incarnation vivante de la déesse Isis. Pour cela, il lui fallait un tombeau à l'abri de toute profanation. Elle s'est enterrée là où elle pensait que personne ne viendrait jamais la chercher. Kathleen Martinez a peut-être découvert la porte d'entrée de ce sanctuaire. Bien que nous n'ayons pas encore retrouvé la reine, les preuves que nous avons découvertes révèlent une sombre vérité sur sa dynastie. L'indice des langues d'or. À l'intérieur du complexe, l'équipe fit une autre découverte glaçante. 16 tombes rupestres abritaient des momies. Mais il ne s'agissait pas de sépultures ordinaires. En scrutant les visages décomposés des défunts, les archéologues aperçurent quelque chose qui scintillait dans l'obscurité de l'or. À l'intérieur de leur bouche, à la place de leur langue, se trouvaient des amulettes en feuilles d'or. On a découvert d'autres momies égyptiennes antiques qui possédaient effectivement une langue d'or. Les anciens Égyptiens croyaient que pour survivre dans l'au-delà, il fallait parler à Osiris, le seigneur des enfers. Il vous fallait plaider votre cause. Une langue d'or confère le pouvoir de parler à un dieu. Elle accorde ce qu'on appelle l'éloquence d'or. Mais pourquoi était-il là? Pourquoi dans ce temple précis, Martinez pense qu'il ne s'agissait pas de simples aristocrates? C'étaient les proches de Cléopâtre, son cercle intime, ses courtisans. Ils reposent ici porteurs du pouvoir magique de parler à Osiris.
peut-être pour annoncer l'arrivée de leur reine. Imaginez ce que cela signifie. Nous ne sommes pas simplement en train de fouiller un cimetière. Nous nous trouvons dans une salle de réception royale. Nous sommes dans sa nécropole. Et si les courtisans sont là attendant leur reine, alors la porte est sur le point de s'ouvrir. Malgré la découverte de Martinez, elle est à deux doigts de l'ADN de la reine. Mais en attendant qu'elle brise le dernier sceau, nous possédons déjà une clé du code génétique de Cléopâtre. Du moins, c'est ce que nous pensions. Pour voir le visage de Cléopâtre, nous n'avons pas besoin d'attendre le tunnel. Il nous suffit de regarder les ossements de la sœur qu'elle a assassiné sa rivale de sang. Pour comprendre les morts retrouvés à Taposiris Magna, nous devons d'abord comprendre la cruauté de la femme qu'il servait. L'histoire retient Cléopâtre comme la séductrice, mais sa famille ressemblait davantage à un vivier de requins. Et sa plus grande menace n'était pas un général romain, mais sa propre sœur cadette, Arénoca. Leur relation était marquée par une ambition dévorante et toxique. Lorsque Cléopâtre fut exilée, c'est Arsène qui monta sur le trône. À l'arrivée de Jules César en Égypte, c'est Arsène qui mena l'armée contre lui. Princesse guerrière, elle parvint à piéger César dans son propre palais. Mais l'histoire est écrite par les vainqueurs. Arsène fut finalement capturée, emmenée à Rome et contrainte de défiler enchaînée lors du triomphe de César. La foule romaine pleura sur son sort, celui d'une adolescente enchaînée. Cette compassion lui sauva la vie et elle fut exilée au temple d'Artémis à Éphèse, dans l'actuelle Turquie. Elle se croyait en sécurité. Elle pensait que le lieu sacré la protégerait. Elle se trompait. En 41 avant notre ère, Cléopâtre persuada Marc-Antoine de commettre l'impensable. Il envoya des assassins sur les marches du temple. Ils en extrairent Marie-Moine, Arinois et la massacrèrent. Ce fut un scandale qui secoua le monde antique. Mais pour nous, 2 ans plus tard, il révéla un lieu. Nous savions précisément où le crime avait eu lieu. Pendant des siècles, nous avons cru qu'Arino était tombé dans l'oubli, jusqu'à ce que des archéologues découvrent à Éphèse, au début du XXe siècle, un tombeau unique dit octogonal. À l'intérieur, un squelette. Les ossements appartenaient à une personne jeune depuis des décennies. Et si leur théorie était juste, il pourrait s'agir des restes d'Arsène-Auguste. La chronologie, le lieu et l'âge concordent. Si c'était bien Arsène, nous avions le code génétique de Cléopâtre. Nous pouvions enfin répondre aux questions concernant son origine ethnique, sa santé, sa lignée. Nous avions la clé de la biologie de la reine. Mais la science a parfois la fâcheuse tendance à gâcher les belles histoires. Est-ce ainsi? Les premiers tests ADN échouèrent à cause d'une contamination. Les ossements avaient été manipulés à de trop nombreuses reprises. Mais récemment, une étude de 2025, grâce à des analyses poussées, a enfin apporté une réponse. Et ce n'était pas ce à quoi on s'attendait l'hypothèse africaine. Pour comprendre le choc provoqué par les résultats de 2025, il faut saisir l'immense poids de cette affaire. Il ne s'agissait pas seulement d'identifier une sœur, mais de réécrire l'identité même de la reine. La controverse a commencé avec le tombeau lui-même, un tombeau octogonal. Dans l'Antiquité, cette forme était un signal. Elle faisait référence au plus célèbre édifice d'Alexandrie, le phare de Phéros. L'archéologue Hilathur, elle a fait le lien entre les différents éléments. Elle a avancé que le tombeau octogonal d'Éphèse, ville même où Arsène avait été assassiné, devait appartenir à la princesse exilée. L'architecture était une signature de pierre qui la rattachait à la famille royale. Mais la théorie ne s'est pas arrêtée à l'architecture. Elle s'est étendue à la biologie. Le crâne original découvert en 1929 avait une histoire mouvementée. Perdu en Allemagne lors des bombardements de la Seconde Guerre mondiale, il a été miraculeusement redécouvert dans les archives de l'Université de Vienne en 2022. Mais avant sa disparition, des mesures et des photographies avaient été prises. Et se basant sur ces anciens documents, Thur a fait une révélation fracassante. Elle affirmait que les mesures du crâne suggéraient que la défunte avait une mère africaine. Ce fut l'étincelle qui déclencha une véritable tempête. Si Arsène avait une mère africaine et partageait un père avec Cléopâtre, alors Cléopâtre elle-même, souvent représentée comme une grecque macédonienne de pure souche, aurait pu être métisse. Cette idée compte de puissants défenseurs. Pendant des décennies, des auteurs comme G. Rogers et Cheikh Antio affirment que l'histoire a blanchi l'Égypte.
Ils mettent en avant les racines africaines de la civilisation égyptienne. Plus récemment, la culture populaire, notamment la série documentaire Netflix de 2023, a porté ce débat dans des millions de foyers en confiant le rôle de la reine à une actrice noire. Pour les partisans d'une Cléopâtre noire, il faut ouvrir les réserves royales de céréales. Nourrissons ces populations et construisons un temple, un lieu d'espoir. Le squelette d'Éphèse était la preuve irréfutable. C'était le seul élément matériel qui remettait en cause l'idée reçue selon laquelle les Thamys étaient une dynastie grecque consanguine. Mais l'analyse de 2025 n'a pas seulement modifié le sexe du squelette, elle a complètement anéanti l'hypothèse raciale. Le miroir brisé. Pendant des années, ce squelette d'Éphèse a été notre seul reflet du visage de Cléopâtre. Les chercheurs ont examiné ses ossements et y ont vu la sœur d'une reine. Ils y ont décelé un héritage africain. Ils y ont vu la réponse à une énigme vieille de plusieurs siècles. Mais récemment, grâce aux technologies modernes, le miroir s'est brisé. Cette découverte capitale a eu lieu en 2022. Une équipe de l'Université de Vienne, dirigée par l'anthropologue Gard Weber, a finalement retrouvé le crâne perdu depuis des décennies dans les archives de l'université. Il y était resté inaperçu pendant des décennies. Ce fut une véritable révolution. Ils ne se sont pas contentés d'observer, ils ont percé le mystère. Grâce à la microtomographie, ils ont créé une carte numérique haute résolution de la structure osseuse. Ils ont ensuite foré dans l'os temporal du pétreux la partie la plus dense du crâne, un dispositif biologique préservant l'ADN, même lorsque le reste du squelette est réduit en poussière. En janvier 2025, les résultats ont été publiés dans des revues scientifiques et ont révélé une véritable horreur médicale. Le squelette n'est pas un squelette d'Arino. Ce n'est pas une jeune femme de 20 ans. Ce n'est pas une princesse africaine. L'analyse ADN a révélé la présence d'un chromosome I. La sœur de Cléopâtre est un garçon, plus précisément un adolescent âgé de 11 à 14 ans. Et il n'était pas seulement jeune, il souffrait. Les examens ont révélé de graves troubles du développement. Sa mâchoire était atrophiée. Son crâne était asymétrique et déformé. L'analyse suggère qu'il souffrait d'une affection semblable au syndrome de Treacher-Collins ou d'un rachitisme sévère. Il ne s'agissait pas d'un rival royal en bonne santé. C'était un enfant au visage déformé par une tragédie génétique. Plus choquant encore, son ADN révèle qu'il n'était pas égyptien. Ces marqueurs génétiques le ramènent à l'Italie ou à la Sardaigne. Cela soulève un mystère plus sombre et plus complexe. Nous pensions être face à la victime d'un assassinat politique. Nous sommes plutôt face à une tragédie d'un autre ordre. L'octogone s'est révélé être un héron, un tombeau construit pour un héros, une figure quasi divine. Pourquoi un jeune garçon italien difforme et maladif a-t-il été enterré dans l'un des tombeaux les plus prestigieux du monde antique? Était-il un bouc émissaire, une victime sacrificielle? Ou bien un bâtard royal caché un enfant infa de sang romain et omeyyade, dont l'existence était-il si honteuse ou si dangereuse qu'il fallait l'inhumer avec les honneurs? Mais loin de chez lui, quelle que soit la réponse, il s'avère que la preuve scientifique de l'ascendance africaine de Cléopâtre dans ce tombeau précis n'était qu'une illusion, fruit d'une science erronée et de vœux pieux. Où cela nous mène-t-il? Nous en revenons aux archives historiques qui nous apprennent que Cléopâtre était issue de la dynastie des Siciens. Et si vous voulez savoir à quoi elle ressemblait vraiment point, n'est besoin de retrouver sa dépouille. Il suffit de se pencher sur l'effroyable arbre généalogique qu'elle a gravi pour accéder au trône. Car si nous ne possédons pas son ADN, nous connaissons en revanche l'identité précise de ses parents. Et cette réalité, c'est bien plus sombre que n'importe quel débat sur la couleur de peau. L'existence de ce garçon à Éphèse était peut-être un secret, mais à Alexandrie, le cauchemar génétique n'en était pas un. Il s'agissait d'une politique royale caractérisée par ce que l'on appelle l'effondrement de la lignée. Dans un arbre généalogique classique, les branches s'étendent vers le haut. On trouve 2 parents, 4 grands-parents, 8 arrière-grands-parents. Plus on remonte dans le temps, plus le nombre d'ancêtres est élevé. C'est comme un entonnoir qui s'ouvre sur le monde. Mais l'arbre généalogique de Cléopâtre ne s'est pas étendu. Elle s'est effondrée sur elle-même. Les Thamys étaient une dynastie grecque régnant sur l'Égypte. Ils souhaitaient conserver leur pouvoir absolu et la pureté de leur lignée.
Ils ont donc adopté l'ancienne coutume phionique de l'inceste. On n'épousait pas seulement des cousins, mais aussi des frères et sœurs. Les historiens pensent que c'est que les parents de Cléopâtre Thomitiéduse et Cléopâtre Pinte étaient probablement frères et sœurs germains. Même ses grands-parents étaient très probablement oncles et nièces, voire frères et sœurs. Cette famille formait manifestement un cercle familial fermé. Les généticiens s'estiment que Cléopâtre est née avec un coefficient de consanguinité de plus de 45%. À titre de comparaison, l'enfant de 2 cousins germains a un coefficient d'environ 6%. Dans de nombreuses dynasties royales, comme les Habsbourg d'Espagne, ce niveau de consanguinité entraînait de graves malformations, la stérilité et la folie. Par exemple, Charles II d'Espagne, roi des Habsbourg, dont l'autopsie révéla que son cœur était de la taille d'un grain de poivre en raison de la consanguinité. Les historiens le surnomment l'ensorcelé. Il marqua la fin de la lignée des Habsbourg, une dynastie qui pratiquait le même type d'alliance matrimoniale que les Thamis. Charles fut une tragédie médicale. Il ne parla pas avant l'âge de 4 ans et ne marcha pas avant 8 ans. Sa mâchoire était tellement déformée, atteinte de prognatisme mandibulaire, que ses dents du haut et du bas ne se touchaient pas. Il était incapable de mâcher et avalait tout entier. Les conversations les plus simples le laissaient perplexe. Il était sujet à des crises d'épilepsie et d'une santé fragile. À sa mort, à 38 ans, l'autopsie révéla que son corps ne contenait plus une seule goutte de sang, que sa tête était remplie d'eau et que son cœur était de la taille d'un grain de poivre. Son coefficient de consanguinité était d'environ 25%. Celui de Cléopâtre était presque le double. Cléopâtre exerce une fascination durable sur nous, car son histoire incarne la puissance et la beauté. Alors pourquoi cela se produit-il? La réponse scientifique réside dans un phénomène appelé homozygosie. Normalement, l'ADN est le fruit d'un dialogue entre la mère et le père. L'un compense les défauts de l'autre. Si la mère transmet un gène récessif responsable d'une faiblesse ou d'une maladie, le père transmet généralement un gène dominant source de force pour le neutraliser. C'est un filet de sécurité biologique. Mais dans le cas de Cléopâtre, ce dialogue n'a pas eu lieu. Les mêmes gènes ont répété les mêmes erreurs inlassablement. Ses parents étant frères et sœurs, ils portaient exactement les mêmes anomalies génétiques. Aucun gène sain n'est intervenu pour la sauver. Biologiquement, elle aurait dû être un désastre. Une consanguinité de ce type engendre généralement des difformités comme celles observées chez ce garçon d'Éphèse: faiblesse physique, troubles cognitifs, espérance de vie réduite. Mais voici le paradoxe terrifiant, l'histoire nous apprend que Cléopâtre n'était pas difforme. Elle était brillante. Elle parlait 9 langues. Elle charmait les hommes les plus puissants de Rome. Elle commandait des armées. Alors comment pouvait-elle être un miracle génétique, un coup de chance inouï, ou bien avons-nous ignoré les signes de sa souffrance pour comprendre si elle était une victime? Il faut se pencher sur les bourreaux, ses ancêtres. Si vous voulez savoir contre quoi Cléopâtre luttait, regardez son arrière-grand-oncle Thomicète. C'était son arrière-grand-oncle. Mais à cause de cette lignée incestueuse, il était aussi son reflet génétique direct. Et sa santé était catastrophique. On l'appelait « fisc-con », ce qui signifie « ventre bedonnant ». Mais c'était un euphémisme. Les archives historiques le décrivent comme vieillissant, comme souffrant d'obésité morbide, avec des membres trop faibles pour supporter son imposante stature. Il devait être aidé pour se déplacer. Il portait de fines robes transparentes qui horrifièrent les visiteurs romains. Mais examinons de plus près les descriptions. Il ne s'agissait pas seulement d'obésité. Les sources mentionnent un cou gonflé, des yeux exorbités et une difficulté à respirer. Prenons ensuite l'exemple du père de Cléopâtre, Thomidouos, le joueur de flûte. Il était décrit comme hédoniste faible et d'apparence fragile. Ce ne sont pas de simples défauts de caractère. Ce sont là des symptômes. Les historiens de la médecine moderne, qui étudient la dynastie théamique, observent un schéma de troubles métaboliques génétiques. Ils constatent des signes de fibrose multiorganique. Ils observent une lignée familiale marquée par l'obésité et la léthargie. Et plus terrifiant encore, ils observent les marqueurs de la maladie de Basedow, une maladie auto-immune qui attaque la thyroïde. Elle provoque une exophthalmie peau exorbitée et un goitre gonflement du cou. Et c'est là que le diagnostic devient terrifiant.
La maladie de Basedow n'affecte pas seulement l'apparence physique, mais aussi le comportement. Elle provoque une surproduction d'hormones thyroïdiennes, engendrant un état d'hyperstimulation. Parmi les symptômes, on retrouve une énergie débordante, un débit de parole rapide, l'insomnie et des comportements erratiques et impulsifs. Cela vous rappelle quelque chose. Les historiens ont toujours encensé Cléopâtre pour sa vitalité débordante. Ils racontent qu'elle pouvait travailler toute la nuit, qu'elle était constamment en mouvement. Nous avons interprété cela comme du génie, mais les anthropologues des traits médicaux s'interrogent aujourd'hui sur un aspect de plus sombre. L'énergie légendaire de Cléopâtre était-elle en réalité un symptôme? Son énergie débordante était-elle le résultat d'une hyperthyroïdie génétique transmise par son oncle? Cléopâtre est passée d'une situation de sécurité qu'elle n'avait jamais connue de toute sa vie. Examinons les preuves matérielles dont nous disposons, à commencer par les pièces de monnaie. L'analyse des tétras d'argent frappés durant son règne révèle la présence de traits familiaux. Cléopâtre possède un nez tomique, un nez aquilin et crochu prononcé. Son menton est également saillant. Elle a un cou épais. Ce ne sont pas les traits d'une reine de beauté délicate. Ce sont les traits d'une survivante. Mais, sous cette apparente simplicité, une bombe génétique se cachait. La lignée familiale était atteinte de fibromyalgie et de problèmes de densité osseuse. Dans les populations fortement consanguines, la structure squelettique s'affaiblit souvent. La mâchoire se déforme comme nous l'avons constaté chez le garçon d'Éphèse. Et qu'en est-il de la prédisposition à l'obésité? Tomysin avait un ventre proéminent. Cléopâtre a-t-elle hérité du gène? Certains experts pensent que sa silhouette menue n'était pas naturelle. Ce fut le fruit d'une lutte. Si elle avait la prédisposition génétique à l'obésité morbide qui a handicapé son oncle, sa vie aurait été un combat constant contre son propre métabolisme, une lutte acharnée contre la faim. Sa petite taille pourrait être due à une hyperthyroïdie entraînant une combustion des calories excessives. Alors comment a-t-elle échappé à cette maladie? C'est le grand débat entre la théorie de la victime médicale et la théorie du miracle génétique. La première affirme que Cléopâtre a été victime de consanguinité. La seconde soutient qu'elle n'y a pas échappé. Cela laisse entendre que même si elle a échappé aux difformités, elle n'en a pas été exemptée. Et la preuve en est apportée par une source inattendue, l'historien antique Plutarque. Or, Plutarque n'a jamais employé l'expression « retard de croissance ». Mais il nous a laissé deux indices précis que les anthropologues médicaux ont récemment mis en relation. Premièrement, la fameuse scène du tapis. Hollywood montre Cléopâtre se déroulant d'un tapis persan. Plutarque écrit pourtant qu'elle se glissa dans un sac de couchage, en réalité un sac à linge en lin, et qu'elle fut attachée et portée sur le dos d'un seul serviteur Apollodore. Imaginez un peu la physique de la chose. Être emballée dans un sac et portée comme un sac à dos implique qu'elle ait été incroyablement légère. Ce n'était pas une Amazone à la silhouette de statue. Elle était minuscule. De plus, Plutarque critique explicitement son apparence dans sa vie d'Antoine. Il écrit que sa beauté intrinsèque n'était pas si remarquable. Il insiste sur le fait que son pouvoir venait de sa voix et de son caractère, et non de son corps. Si l'on ajoute à ces indices anciens un coefficient de consanguinité de 45%, Petite commence à ressembler étrangement à un cas de retard de croissance. Cette théorie suggère que sa petite taille n'était pas seulement un trait physique, mais aussi un symptôme. Elle avance qu'elle était physiquement fragile, peut-être même aux prises avec un corps qui la lâchait et qu'elle compensait son manque de stature par son intelligence. La seconde théorie, à l'opposé, est une possibilité plus déconcertante. En génétique, on parle de hasard. Même avec un coefficient de consanguinité de 45%, il est statistiquement possible, bien que rare, d'hériter de gènes sains. Analysons les probabilités. Les frères et sœurs de Cléopâtre étaient fragiles. Son frère Tomybilioxès, enfant de marionnette du roi, se noya dans le Nil. Sa sœur Arino fut capturée et tuée. Le garçon d'Éphèse, possible lien avec Cléopâtre, était difforme. Pourtant, Cléopâtre vécut jusqu'à 39 ans. Elle eut 4 enfants, preuve de sa fertilité caractéristique, généralement la première à disparaître dans les lignées consanguines. Elle commanda une flotte au combat. Elle fut peut-être une survivante miraculeuse.
Alors que sa famille s'effondrait, elle traversa l'épreuve du feu sans en être affectée. Elle hérita de l'intelligence des Grecs et de la cruauté des Romains. Mais elle échappa à l'obésité et aux difformités faciales du garçon de Turquie. Dans les années 1920, des archéologues exploraient un tombeau ici, au cœur d'Éphèse. Mais n'oublions pas que la biologie finit toujours par recueillir sa mort. Même sans ses difformités, elle portait ce fardeau, une énergie débordante, une propension à prendre des risques inconsidérés, une paranoïa. Il ne s'agissait peut-être pas de simples traits de caractère. Il pourrait s'agir des échos psychologiques d'un cerveau façonné par des siècles d'inceste. Mais voici une hypothèse plus sombre. Quel a été un miracle où une victime Cléopâtre savait que quelque chose clochait? Elle a grandi en voyant sa famille se dégrader. Elle a compris le schéma qui se dessinait et cela change notre perception de sa vie. Les historiens disent généralement que Cléopâtre a séduit Julia César et Marc-Antoine pour le pouvoir politique. Ils disent qu'elle convoitait les armées de Rome. Mais et si elle désirait quelque chose de plus précieux? Et si elle recherchait un nouvel héritage génétique? Réfléchissez-y. Cléopâtre a été mariée à son frère Ptolémée XIII puis à son autre frère Ptolémée XIV. Selon la tradition, elle aurait dû avoir des enfants avec eux, mais elle a refusé. Elle n'a pas eu d'enfants avec ses frères. Au lieu de cela, elle s'est tournée vers Rome. Elle se tourna vers César, un homme sans lien de parenté avec elle, puis vers Antoine. Et s'il ne cherchait pas simplement à nouer une alliance, et si elle menait une mission de sauvetage biologique, elle savait que sa lignée s'effondrait. Elle savait qu'une génération d'inceste de plus engendrerait des monstres des enfants comme le garçon du tombeau octogonal. Elle tentait de sauver ses enfants de la spirale génétique qu'il avait engendrée. Elle s'efforçait désespérément de remonter à la surface. La reine pharmacologue. Si l'on accepte la théorie selon laquelle Cléopâtre était une victime de la maladie souffrant des douleurs articulaires liées à la consanguinité ou des tremblements maniaques de la maladie de Basedow, une question impossible se pose. Comment faisait-elle? Comment commander une armée quand on a mal aux os ou que sa thyroïde fait s'emballer son cœur? La réponse réside peut-être dans une compétence souvent négligée par les historiens. Elle n'était pas seulement reine, elle était aussi chimiste. Nous connaissons tous la célèbre histoire de la perle. Pour gagner un pari contre Marc-Antoine sur le dîner le plus somptueux, elle prit une boucle d'oreille en perles inestimables, la plongea dans une coupe de vinaigre, attendit qu'elle se dissolve, puis la but. L'histoire considère cela comme une manifestation de décadence. Mais regardons-le du point de vue d'une scientifique. Il s'agit d'une réaction chimique, la réaction du carbonate de calcium avec l'acide acétique. Elle comprenait les propriétés de la matière, et si elle savait manipuler les perles, elle savait certainement manipuler les plantes. Si elle souffrait des douleurs chroniques liées au déclin de sa lignée. Le même genre de maux articulaires et osseux qui affligeaient les Habsbourg, elle se tourna probablement vers la pharmacie royale. L'Égypte était la capitale pharmaceutique du monde antique. Si elle souffrait, elle avait accès à l'opium récolté dans les champs de pavots des voleurs. C'était l'antalgique par excellence de l'Antiquité. L'utilisait-elle pour soulager les douleurs de ses articulations fragilisées par une prédisposition génétique afin de pouvoir se tenir droite lors des interminables réceptions diplomatiques? Si elle souffrait de la manie et de l'insomnie de la maladie de Basedow, elle aurait pu se tourner vers Kifi. Il s'agissait d'un encens de temple complexe souvent brûlé la nuit, réputé pour ses propriétés sédatives. Plutarque écrivait que son parfum berçait jusqu'au sommeil et dénouait les tensions de la journée. Pour une femme peut-être en proie à une hyperthyroïdie, le kifi ne serait pas qu'un simple parfum, mais un véritable remède. Il y a aussi le lotus bleu, une fleur légèrement psychoactive, souvent macérée dans du vin. Elle procure une sensation d'euphorie, une impression de légèreté. On parle de son charisme légendaire, de sa capacité à envoûter les hommes par sa seule présence. Mais ce charisme était-il naturel ou artificiellement provoqué? Son attrait magnétique et son énergie débordante étaient-ils en réalité un subtil mélange de vin de lotus bleu et d'adrénaline lui permettant de planer au-dessus des douleurs de son propre corps? Enfin, considérons son visage. On sait que Cléopâtre a écrit un ouvrage sur les cosmétiques intitulé « Cosmeticon ». Des extraits ont été cités par des médecins postérieurs comme Galien. Cela prouve qu'elle ne se contentait pas d'acheter du maquillage.
elle s'y documentait. Pourquoi? Si le gène de l'embonpoint lui causait des problèmes de peau ou si la maladie de Basedow lui donnait un ventre proéminent, son obsession pour les cosmétiques n'était pas de la vanité, mais une forme de camouflage. Elle a peut-être expérimenté avec du charbon pour redessiner des yeux trop proéminents. Elle a peut-être conçu des cols larges et des bijoux élaborés pour dissimuler un cou gonflé. Elle créa des ongwents peut-être pour apaiser une peau ravagée par des troubles métaboliques. On peut affirmer qu'elle fut la première biohacker au monde. Une femme brillante, prisonnière d'un corps défaillant, qui utilisa tous les artifices de la chimie, de la botanique et de l'art pour projeter l'image d'une déesse vivante tout en se soignant en secret comme une patiente. Si Cléopâtre passa des années à dissimuler soigneusement son visage derrière un mensonge, elle remporta la bataille pour sa postérité en veillant à ce que le monstre soit caché et que seule la déesse subsiste. Mais à cet instant précis, à 12 mètres sous le socle rocheux de la côte méditerranéenne, Kathleen Martinez s'apprête à faire ce que Cléopâtre redoutait le plus, enlever la peinture. Le tombeau l'attend. Et nous voici de retour à notre point de départ, au cœur du temple de Taposiris Magna, où Kathleen Martinez poursuit ses fouilles. Depuis 20 ans, elle traque la dernière demeure de Cléopâtre. Et grâce à cet immense tunnel, véritable prouesse géométrique, elle est fait plus proche que jamais. Mais après toutes les analyses d'aujourd'hui, l'enjeu de cette découverte a changé. Au début de cette expédition, nous étions à la recherche d'une légende. Nous cherchions la séductrice qui a envoûté Rome. La beauté incarnée par Elizabeth Taylor, la déesse Isis, en chair et en os. Je n'ai aucune intention d'aborder publiquement certains sujets. Je n'accorde aucune audience privée à des personnes non identifiées. Mais la science nous dit de nous préparer à autre chose. Si Martinez parvient à franchir ce dernier mur et à découvrir le sarcophage, elle ne mettra pas seulement au jour la dépouille d'une reine. Elle découvrira des archives médicales. Elle pourrait y trouver une femme menue, peut-être fragile, dissimulant sa souffrance derrière un masque. Et elle pourrait découvrir une femme qui ressemble moins à une star de cinéma qu'à une survivante. Une femme qui a mené une guerre contre Rome par l'esprit tout en luttant contre son propre ADN grâce à sa pharmacie. Retrouver Cléopâtre ne se contentera pas de réécrire les livres d'histoire. Cela réécrira les manuels de biologie. Cela répondra enfin à la question: était-elle le miracle génétique qui a échappé à la malédiction? Ou était-elle la victime silencieuse qui régnait malgré tout? Pour l'instant, le tunnel reste muet. Les séquenceurs d'ADN attendent et le fantôme de la dernière pharaone garde encore ses secrets. Mais une chose est sûre, la réalité de Cléopâtre est bien plus complexe et terrifiante que le mythe qui nous a tant séduits. Et peut-être qui sait est-ce que précisément ce qu'elle souhaitait. Mais pour l'instant, la vraie question est si Kathleen Martinez ouvre ce tombeau demain, quelle version de la reine découvrirons-nous? Le miracle génétique qui a défié tous les pronostics ou la victime de la médecine qui a souffert en silence? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. N'oubliez pas de liker, partager et vous abonner. Si cette vidéo vous a plu, cliquez sur la vidéo suivante.